Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, on peut tous rêver s'acheter un super téléviseur QLED, OLED 55, 65, 75 pouces à 1500, 2, 3, 4, 5000 euros et plus si affinité. Mais il y a aussi une réalité, eh bien c'est qu'on n'a pas tous ce budget à consacrer à l'achat d'un téléviseur. Et c'est à vous aujourd'hui que je vais m'adresser avec le test de ce modèle Hisense, la gamme A7500F. C'est un produit LCD. Hisense, c'est un constructeur chinois qui propose des produits abordables, mais aussi des produits un petit peu plus évolués, comme du QLED. Et j'en reparlerai un petit peu plus tard d'ailleurs sur cette chaîne, puisque je vais aussi tester du QLED. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à un produit plus d'entrée de gamme. Ici, c'est un 55 pouces à moins de 600 euros. Je vous parle tout de suite de ce produit. Que vaut-il? Que faut-il en attendre? C'est parti. Alors maintenant qu'on a pris des bonnes habitudes ensemble sur la chaîne, ce serait dommage de faire autrement et c'est pourquoi je vais commencer tout simplement par une rapide présentation de la gamme et des caractéristiques techniques. Ici, j'ai la version 55 pouces en test, 599 euros, je le disais, mais il existe aussi en version 50 pouces à 549 euros et 65 pouces à 799 euros. Avouez que c'est quand même pas mal du tout. Et c'est pas mal du tout aussi parce que c'est vrai que les constructeurs chinois, alors Hisense comme TCL d'ailleurs, ont tendance à afficher des prix très agressifs et des fiches techniques qui sont elles aussi, franchement, parfois même un peu trop percutantes. On a sur ce modèle par exemple une certification, une compatibilité HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, bref, a priori on est vraiment très bien sur l'aspect compatibilité, ce qu'on peut attendre de ce téléviseur, sauf que attention, on est quand même là sur une dalle direct LED et on va le voir ensemble, la puissance lumineuse ne permet pas franchement d'exploiter à plein les contenus HDR, donc soyez vigilants là-dessus aussi. Donc on est sur un produit avec un prix d'appel très intéressant, mais c'est sur les caractéristiques techniques, sur les petits détails qu'il va falloir se plonger un petit peu plus, ne rien prendre pour acquis, parce qu'il y a des bonnes comme des moins bonnes surprises, et on va d'abord s'intéresser à l'ergonomie et au design, et ensuite on passera à la qualité de l'image. C'est parti pour l'ergonomie. Alors il est évident qu'en matière de design, ergonomie, qualité de fabrication, on ne peut pas attendre la même chose d'un produit à 600 euros que d'un téléviseur à plus de 1000 euros, 2000 ou 3000 euros. C'est une évidence, bien entendu. Pour autant, lorsqu'on voit ce modèle de chez Hisense, on se dit que c'est conventionnel, c'est tout à fait convenable. La bordure d'écran est assez fine. C'est évidemment du plastique partout, y compris au niveau du pied, derrière sur la partie du châssis. Pied qui d'ailleurs, marque la volonté du constructeur d'apporter quand même un petit peu quelque chose. Voilà, on sent bien que Hisense a essayé de faire quelque chose du côté du design. C'est un pied qui est en plastique, je le disais, alors on ne peut pas réellement le qualifier de pied central parce qu'il occupe quand même une belle partie, une belle portion ici de la partie du télé. On est sur environ 55 cm à l'avant et puis comme les pieds sont écartés à l'arrière, on est plutôt sur 70-75 cm. Puis il fait à peine 8 cm si jamais vous voulez positionner une barre de son, ce qui là encore, je vous l'avoue, ne sera pas une installation idéale. Mais voilà, donc toutes les informations vous sont données, j'ai envie de dire. Puis on peut remarquer aussi que le châssis, pour la partie basse ici qui parcourt la dalle, il y a comme un effet biseauté. Encore une fois, Hisense tente de faire quelque chose et pour la partie câble management, pour ne pas avoir donc tous ces fils qui traînent et qui sont visibles par le dessous de la dalle, on a bel et bien un petit système de rainures qui parcourt le dos du téléviseur avec deux petites accroches mais qui ne sont pas franchement super pratiques et qui devraient surtout avoir du mal à accueillir la quantité de câbles HDMI, etc. qu'on va y loger. Donc voilà, c'est un petit peu la limite technique de ce produit. Pour en finir avec la partie ergonomie matérielle, je vais vous parler très rapidement de cette télécommande, qui est une télécommande, là encore, tout en plastique, avec un bruit. Voilà. C'est pas un très beau bruit de télécommande comme on peut les avoir chez d'autres constructeurs, mais pour autant, vous avez vu qu'elle répond très bien. Je n'ai absolument pas besoin de pointer spécifiquement le téléviseur. Panasonic, si tu me regardes. Donc voilà, c'est une télécommande très classique
On a quand même quelques touches de raccourci direct vers quelques applications indispensables aujourd'hui, en tout cas si vous consommez du contenu avec du streaming, à savoir Netflix, Prime Video, YouTube et même un Rakuten TV. On va donc s'intéresser tout de suite maintenant à la qualité de l'image. Alors, sur les précédentes vidéos que j'ai publiées sur la chaîne pour les téléviseurs LCD, Samsung Q80T ou Sony XH95, je consacrais beaucoup d'attention entre guillemets aux zones lumineuses. En opposition par exemple à un téléviseur OLED qui est auto-émissif, les zones lumineuses sont extrêmement importantes dans la production des contrastes, la fidélité des noirs, etc. Et le premier point très important pour ce modèle, c'est que comme bon nombre de téléviseurs à ce niveau de prix, il s'agit là d'un téléviseur direct LED. On ne se parle pas ici d'un système full array LED, full LED avec du local dimming, etc. Ce sont des rampes de LED qui forcément n'offrent pas le même niveau de précision de rétroéclairage, qui n'offrent pas le même niveau de contrôle de ce fameux rétroéclairage, et donc on a régulièrement des fuites lumineuses. Alors pas sur cette démonstration YouTube que vous voyez là avec du contenu 4K en streaming, quand même on a régulièrement des fuites de lumière dans les coins, etc. Et ça, c'est la première chose à savoir du côté de la qualité de l'image. Alors pour que vous compreniez bien mon propos sur ces défauts de rétroéclairage, regardez ce qui se passe juste là lorsque j'affiche tout simplement ces quelques icônes de Netflix. On a tout de suite la zone lumineuse qui s'éclaire, et dans la partie noire, ça fait même un petit mouchetis de pixels, et ça, c'est accentué par les angles de vision, parce que si je me positionne en face du téléviseur et dans l'axe, j'ai plus réellement ce problème, mais forcément à la longue, vous le verrez. Il est important de préciser aussi que ce téléviseur n'intègre pas un processeur ultra performant dans le calcul des scènes et dans le calcul des différentes technologies qu'il applique, que ce soit au niveau de l'upscaling ou du traitement de la fluidité. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'on a une image proprette, mais sans plus, régulièrement avec des sources dégradées. Pour autant, je vous le dis, j'ai quand même regardé des contenus TNT, j'ai regardé beaucoup de contenus sur Netflix pour voir un petit peu comment le téléviseur était capable de prendre ces contenus aujourd'hui diffusés avec de très faibles débits pour les upgrader sur cette dalle en 55 pouces et sur du 4K. Et franchement, voilà, c'est propre, c'est jamais excellent, c'est jamais aussi épatant qu'on peut l'avoir, et la vraie difficulté réside systématiquement dans ces fuites de lumière que l'on peut constater. Et parfois aussi, j'ai pu noter la présence d'artefacts, que ce soit sur des mouvements rapides, parfois même autour d'un personnage qui bouge la tête. Alors ça, c'est assez simple. Pour le corriger, il faut aller dans les menus du téléviseur et tout simplement s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté de la source HDMI, en forçant cette source HDMI 4K à être dans sa version la plus optimum, et surtout en allant fouiller un petit peu dans les paramètres de fluidité et de netteté pour réussir à trouver un rendu qui soit le meilleur possible, j'ai envie de dire. Et une fois que l'on a fait ça, c'est convenable. Il nous reste quand même ces problèmes de fuite de lumière qui s'accentuent par ailleurs lorsque l'on commence à être un petit peu en biais. Forcément, les angles de vision de cette dalle ne sont pas exceptionnels. C'est là encore le prix à payer. Mieux, c'est plus cher. Donc dans l'ensemble, ce téléviseur 55 pouces fait illusion. Sachez juste que vous n'avez pas un contraste de dingue, vous n'avez pas un système de rétroéclairage très précis, vous n'aurez pas une fluidité qui vous fera tomber par terre, et en même temps, sans parler de cette fluidité totalement artificielle, juste d'avoir un traitement cinéma, quitte à conserver son grain, etc. Mais en tout cas, une impression qu'une source dégradée est propre et belle et jolie. Bon, et bien voilà, Transformers, ça a beau être explosif,
j'imagine que, bon, c'est pas simple au travers du micro, la caméra, etc., de le percevoir, mais il est évident, vous l'aurez compris, la qualité audio, eh bien, tout simplement à la hauteur de la qualité de l'image. C'est pas tant la puissance qui va manquer, c'est plutôt le détail. Tout simplement, c'est la capacité de cette télé à reproduire eh bien, toute la scène, tout simplement acoustique. On a juste l'impression en fait que tous les bruits sont restitués sur le même niveau. C'est du coup très brouillon, il n'y a jamais rien qui se détache réellement. Les voix sont convenablement restituées, mais clairement ça manque de saveur, ça manque de basse aussi, ça manque d'un petit peu de chaleur. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que, encore une fois, sur ce niveau de tarif, bon, voilà, c'est vraiment quelconque. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra le coupler à un système, une barre de son, ou un système hi-fi pour avoir quelque chose de plus intéressant. Puis il y a évidemment un autre point dans les usages que vous pourrez faire de ce téléviseur, à savoir la partie gaming. Je ne vous cache pas que j'ai été extrêmement surpris de mesurer un input lag à quelque chose comme 11 millisecondes. Dites-vous bien, c'est extrêmement rapide. Le téléviseur Sony A8 dont je vous parlerai prochainement, qui est un téléviseur OLED, affichait 18 millisecondes. Les meilleurs téléviseurs QLED de chez Samsung, en tout cas le Q80T que j'ai pu avoir, n'obtient pas ce niveau de performance. Le souci, c'est que c'est très bien d'avoir un input lag extrêmement rapide comme celui-ci, avec 11 millisecondes, mais de la même manière que je vous dis, l'input lag ne fait pas tout, même lorsqu'il est de 18 ou de 25 millisecondes, c'est pas super problématique pour la partie jeux vidéo, parce que ça ne fait pas tout. Et bien à l'inverse, ici, l'input lag est extrêmement rapide, mais la dalle n'est pas super performante dans son temps de réponse, fort probablement. Je n'ai pas ce qu'il faut pour le mesurer. Et donc, eh bien, une fois qu'on a passé, de la même manière que pour le cinéma, les séries et ces programmes, une fois qu'on a passé le côté « ok, ça fait la blague » et qu'on s'y intéresse d'un petit peu plus près, eh bien, on se rend compte que ça manque quand même toujours de quelque chose, sans doute du côté de la partie processeur, qui est un processeur 4 cœurs, sur le traitement de la fluidité, sur la capacité à maintenir un rétroéclairage précis, etc. Voilà, ça manque toujours de quelque chose. Comme je vous le disais, on a une fiche technique qui est presque aguicheuse, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, mais on va le voir ensemble, les mesures le montrent. C'est bien beau d'accuser et de prétendre à ces normes HDR, mais on va bien voir donc que la luminosité de la dalle ne permet évidemment pas d'aller exploiter complètement pleinement ces contenus HDR et toutes les métadonnées que qu'intègrent ces films. Donc c'est parti, on va maintenant tout simplement entrer dans la partie avec les mesures. Du côté des mesures, donc, eh bien, j'utilise le logiciel Canman, une sonde, et dans l'espace colorimétrique Rec 709, eh bien, cette dalle 55 pouces affiche une fidélité des couleurs parfaite. On est à 2,3 environ, et en fait, on considère qu'en dessous de 3, eh bien, l'œil ne fait plus la différence entre ce que la source devrait afficher et ce qui s'affiche sur la dalle. Donc ça, c'est un excellent point, vraiment. J'ai été surpris de constater cela, d'autant que d'autres mesures montrent quand même que globalement, eh bien, la température des couleurs et tout ça, ça tire quand même sur quelque chose d'assez froid. Le noir n'est absolument pas un noir profond parfait. Et d'ailleurs, on remarque aussi au niveau du taux de contraste, et c'est justement dans le taux de contraste et la luminosité que ça commence à pêcher un petit peu. On est quand même sur 334 candela par mètre carré, ce n'est pas une mesure excellente, comme le taux de contraste, on est aux environs de 4800 pour 1. Et là, eh bien, c'est ce que je vous disais, avec une si faible luminosité, évidemment, on ne va pas pouvoir tirer parti vraiment de manière assez efficace tout simplement de ces contenus HDR, parce qu'une fois qu'il va falloir commencer à répartir toute cette puissance lumineuse sur l'intégralité de la dalle pour aller chercher ce qui se passe en haut, en bas, etc., et qu'on n'a pas cette précision que peut offrir un local dimming, et ben voilà, ça va poser problème sur le HDR. Sachez aussi juste très rapidement qu'on est loin de ce que proposent les téléviseurs plus haut de gamme sur la couverture de l'espace colorimétrique Rec 709. On est ici autour des 95%, alors c'est pas déconnant, mais évidemment, dès qu'on va basculer sur du DCI-P3, on n'y est plus du tout. Et on n'y est plus du tout non plus aussi dans la fidélité des couleurs en mode HDR. Regardez les résultats, on le voit, c'est instantané. On a des modes cinéma, jour, nuit, etc. L'équivalent pour les modes HDR, jour, nuit, etc. Et dès qu'on bascule sur ces modes-là, les couleurs sont saturées. Et on sent bien que l'électronique du téléviseur essaye de faire quelque chose. Ah, je suis en HDR, je pousse ma luminosité. J'essaye de booster tout ça et en fait, ça ne va pas. Voilà. La fidélité n'est plus là, n'est plus au rendez-vous. Et donc du coup, c'est ce qui va poser problème, en tout cas
purement d'un point de vue technique. Il y a aussi dans l'usage de ce téléviseur la partie logicielle, et c'est ce dont on va se parler maintenant. Sur la partie ergonomie logicielle, on va se parler de ça, VIDAA. Si vous avez vu la vidéo sur le Panasonic HZ1000, je crois que j'avais été assez clair sur ce que je pense du système d'exploitation Myhome Screen 5. Non pas du fait que ce soit un système d'exploitation propriétaire, là-dessus aucun problème, Samsung a Tizen OS, LG a WebOS, Sony et Philips se sont plutôt rangés du côté d'Android TV, pour ne citer que par exemple. Mais mon souci pour Pana, c'était le manque d'application, ou en tout cas de réactivité dans la proposition des nouveaux services connectés. J'évoquais notamment Disney+, pour livrer à ses utilisateurs rapidement une solution pour profiter donc de tous ces abonnements que l'on peut avoir dans le monde de la télévision. Et du côté de chez Hisense, le choix du système d'exploitation est lui aussi un système propriétaire avec VIDAA, juste là. Et franchement, pour s'imposer avec ça, il va falloir y aller, ou en tout cas, il va falloir, là encore, s'intéresser au développement, parce que comme vous pouvez le voir, on a certes ici quelques applications qui vous parlent, RMC Sport, Prime Video, YouTube, Netflix, mais YouTube Kids, bon, pour la partie YouTube un petit peu bridée, Rakuten TV, Facebook Watch, bon, qui utilise ça. On a un premier niveau ici d'application qu'on peut personnaliser d'ailleurs. Si je clique sur Menu, je peux déplacer les icônes. Et surtout, lorsque je suis sur cette page, j'ai Prime Video, YouTube, et là, hop, j'ai une deuxième rangée d'icônes qui apparaît. Et alors, ce n'est pas mon compte YouTube qui n'est connecté, donc pourquoi pas, j'ai ces icônes, ces miniatures qui me sont proposées. Et là, en revanche, j'ai mon compte Netflix. Et là, on voit bien que c'est mon compte, on voit bien qu'on retrouve ici le film Transformers que j'ai utilisé tout à l'heure dans la qualité de l'image. Mais pour tout le reste, c'est absolument pas du contenu que j'ai visionné. On n'est pas du tout sur un niveau d'intelligence qui va jusqu'à me mettre, par exemple ici, un film, une série, un autre film, une autre série, ou proposer pourquoi pas directement de changer de compte. Donc l'intégration de Netflix n'est pas encore exceptionnelle non plus, pas plus que pour Prime Video qui lui ne m'affiche plus du tout de vignette. Et puis surtout, si je lance l'application, vous allez le voir, voilà, on va lancer par exemple cette série-là, ça a assez peu d'importance. Peut-être que vous connaissez cette appli sur votre téléviseur et quand on fait gauche-droite, on avance de plus ou moins 10 secondes. Ici, absolument pas. Il faut utiliser les flèches pour naviguer dans la vidéo. Voilà, donc on n'est encore pas ici sur une version de l'application télé de Prime Video qui est exceptionnelle, enfin qui est en tout cas à jour, j'ai envie de dire. Retour sur le menu d'accueil, on va retrouver Duplex. Et alors, très rapidement, UEFA TV, bon, c'est pas non plus du contenu que je regarde. Passons sur le VIDAA Store. Et alors là, voilà, je vais directement aller sur toutes les applications, All Apps, pour que vous vous fassiez une idée. Voilà. Moi, je trouve ça franchement assez triste. C'est encore moins fourni que Myhome Screen 5 de Panasonic. Là, va vraiment falloir que Hisense fasse quelque chose s'il tente, s'il souhaite s'imposer avec ça. Alors oui, encore une fois, c'est une alternative au service de Google. Peut-être que vous avez juste envie d'y brancher votre Apple TV, votre Nvidia Shield, auquel cas, ça sera peut-être plus du tout un problème. Bon, moi je trouve ça quand même assez pauvre, évidemment. Il y a de nouveau dans cette page d'accueil des contenus qui sont suggérés, mais encore une fois, absolument pas des contenus que j'ai regardés, absolument pas dans un quelconque algorithme qui aurait pu identifier, et pourtant je la teste depuis 10 jours, cette télé. Voilà, donc ouais, bon, c'est pas terrible. Je pense que en termes d'analyse et de suggestion de contenu, c'est quand même pas terrible. Très rapidement, VIDAA Art, qui est en fait une espèce de galerie de photos, d'images réalisées avec DeviantArt. Et alors je ne sais pas si avec ça le constructeur espère concurrencer l'ambient mode de Samsung. Vous savez, c'est ce mode qui permet d'utiliser son téléviseur tel un tableau, tel une œuvre d'art, plutôt que d'avoir une dalle éteinte. Mais là, franchement, là encore, c'est du contenu collaboratif, DeviantArt, vous pouvez aller voir ce qui s'y passe sur le site internet. Et en fait, toutes les photos ne sont absolument pas adaptées, elles sont parfois croppées comme ça. Et puis alors, franchement, pour les avoir un petit peu parcourues aussi, il y en a certaines, on dirait juste des sortes de fonds d'écran Windows. C'est assez peu séduisant, donc voilà, typiquement ce genre de choses. J'ai
l'impression que c'est un fond d'écran Windows. Bon, c'est pas extrêmement convaincant non plus du côté de la partie Vida Art. Et puis alors la partie Vida Free, là encore, incompréhensible. Un regroupement de contenus proposés qui sont les mêmes depuis, je vous dis, depuis 10 jours que je teste ce téléviseur. J'ai exactement ces mêmes contenus. Rien n'évolue, rien ne change. Donc c'est lourd, franchement, on se dit, quand on veut s'imposer avec un logiciel, on ne peut pas se permettre aujourd'hui en 2020 d'arriver avec un truc encore à l'état de tel développement, c'est pas possible. En revanche, tout n'est pas complètement à l'état de chantier, j'ai envie de dire, de la même manière que je l'avais indiqué chez Panasonic, j'étais extrêmement séduit par la richesse des menus. Ça, ce sont les menus de réglage. Comme on va le voir, voilà, on a l'accès direct à tous ces modes de réglage d'image. Et c'est assez nombreux, hein. Cinéma jour, cinéma nuit, dynamique, sport, automatique, etc. Que ce soit d'ailleurs pour la partie vidéo, alors on va avoir quelques paramètres avancés. Vous voyez, il y a quand même de quoi s'occuper un petit peu. Je parlais des fameux paramètres de réduction de bruit et de gestion de fluidité. C'est là-dessus qu'il va falloir venir jouer un petit peu pour compenser un petit peu tous les défauts. Et donc, il y avait des paramètres experts aussi sur lesquels seuls ceux qui sont un petit peu aguerris viendront se perdre, entre guillemets. Et la partie audio, c'est sensiblement la même chose. Cinéma, musique, voix. Donc, quelques petits choix, sachant que là, encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour la partie audio comme pour la partie vidéo, il y a les limitations techniques de la dalle qui font qu'on fera rarement de la magie, j'ai envie de dire, et qu'on métamorphosera la qualité de l'image. Enfin, il y a un dernier point sur la partie application, c'est le lien avec une application mobile Android, iOS, qui s'appelle Remote Now et qui vous permet tout simplement de piloter le téléviseur depuis votre smartphone. Et là encore, on va retrouver l'accès au contrôle classique, changer de chaîne, se déplacer dans les menus, etc. Mais aussi la possibilité d'utiliser le clavier virtuel de votre mobile pour taper du texte. Quand on sait qu'on n'a pas de fonction de reconnaissance vocale pour aller chercher du contenu sur YouTube ou même sur Netflix, c'est pratique de pouvoir utiliser son téléphone mobile pour le faire plus confortablement. Donc ça, c'est un petit plus. C'est un petit plus aussi lorsqu'on va avoir besoin d'utiliser Alexa, parce que ce téléviseur est compatible avec Alexa. Il sera compatible avec Google Assistant à l'horizon 2021. Le seul truc, c'est que la configuration, l'autorisation, l'association de ce téléviseur Hisense à son compte Alexa, n'a pas fonctionné à tous les coups. On a réussi à s'en sortir avec beaucoup de persévérance et associer le compte. Franchement, les commandes sont assez minimes. On peut dire par exemple Alexa éteins Smart TV et auquel cas, le téléviseur s'éteindra. On peut aussi lui demander de régler le volume, baisser, etc. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est le moment où on se parle des points forts, des points faibles que vous voyez s'afficher juste là. Et c'est vrai que faut bien avoir en tête que c'est un téléviseur à 599 €, que ce n'est pas une bête de technologie. On n'a pas un super processeur, on n'a pas un super système de rétroéclairage avec de multiples zones pilotées parfaitement, etc. Il faut avoir tout ça en tête. Et puis considérer que je l'utilise quand même depuis plus de 10 jours maintenant et que dans la plupart des cas, c'est vrai qu'il fait quand même bien illusion. On a quand même ces angles de vision, on a ces fuites de lumière, ces problèmes lorsqu'on a des bandes noires, on peut percevoir parfois aussi ces défauts liés au rétroéclairage, mais dans l'ensemble, ça fait la blague. Ça fait la blague aussi du côté de l'audio. C'est pas extrêmement détaillé, mais ça ne manque pas de puissance et j'ai entendu des trucs pires que ça par le passé, des vrais sons de casserole. On n'est pas à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu fou, c'est pas ultra détaillé, mais c'est pas complètement inaudible non plus. Il y a cette application mobile, Remote Now, qui permet vraiment de venir compléter l'offre, en tout cas de seconder la télécommande et de piloter VidaStore et l'absence de micro, en tout cas de système qui permet de rechercher plus facilement du contenu depuis YouTube ou Netflix par exemple. C'est sûr, VidaStore, il y a encore des progrès à faire. Du côté des points négatifs, évidemment, il y a le manque de puissance lumineuse du rétroéclairage, notamment pour produire des scènes comme celle-ci. Franchement, là, la mer a l'air confondue avec le ciel. Il y a aussi, évidemment, aussi le manque d'application dans ce fameux VidaStore qui doit, de toute façon, grandement progresser. Et donc, pour conclure, je vais peut-être répondre à une question que vous aviez prévu de me poser dans les commentaires. Faut-il acheter ce modèle de chez Hisense 55 pouces à 599 ou un TCL XB12 ? Je serais bien incapable de vous répondre, en tout cas pas sans avoir bien connaissance des concessions que vous êtes prêt à faire, parce qu'il va falloir en faire des concessions
lorsqu'on choisit un téléviseur comme celui-ci, mais vous le savez, forcément à 600 €, il ne faut pas en attendre des merveilles non plus. Et en opposition à tout cela, eh bien, je serais aussi en toute humilité et en toute sincérité incapable de vous conseiller un produit concurrent parce que je ne les ai pas testés. Tout simplement, vraiment rares sont les constructeurs qui acceptent, y compris les constructeurs de grands noms, Samsung, Sony, LG, etc. ou Philips, qui proposent aussi des téléviseurs assez abordables. Peut-être le Philips The One en 58 pouces qu'on va trouver pendant les périodes de promo à moins de 700 €, qui est une alternative plus intéressante à ce produit. Mais c'est assez rare les constructeurs qui acceptent de jouer le jeu, donc je tiens quand même à remercier Hisense sur ce sujet. Ça nous a permis ensemble de bien faire le point sur ce qui vous attend du côté de l'entrée de gamme. Donc voilà, vous êtes informés. Que vous dire d'autre, si ce n'est que vraiment ayez tout ça en tête, regardez ce qui se passe en magasin. Moi, je vais essayer de faire venir d'autres modèles plus abordables. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse ou si vous préférez plutôt que je me focalise sur des modèles haut de gamme qui nécessitent peut-être plus d'explications, même si aussi sur le haut de gamme aujourd'hui, on a beaucoup moins de mauvaises surprises qu'on peut avoir sur entrée et milieu de gamme. Voilà, pas simple de finir sur un constat comme ça, un petit peu mitigé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, vous connaissez toute la procédure. On like, on partage, on s'abonne aussi sur mes réseaux sociaux pour discuter de tout ce qui se passe du côté de la télé, de la mobilité, etc. Puisque je traite plein de sujets à suivre bientôt sur la chaîne. J'en ai déjà parlé, le test du Sony A8 OLED, millésime 2020. Et puis aussi, très vite, le LG C10 qui va venir se greffer dans la course au meilleur téléviseur OLED avec de sacrées prétentions du côté du gaming, avec du HDMI 2.1 plein format. J'ai bien hâte de tester ce produit qui ne devrait plus tarder à arriver. On s'en reparle bientôt, donc je vous dis à bientôt, encore une fois, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.